Bonjour à tous, de retour ici pour CFAC 88.3, ici vraiment Raman, AG Animé encore une fois, toujours AG Animé. Et aujourd'hui, maintenant, j'ai un invité spécial, le président de Nadeshikon. Si qui connaissent la convention à Québec, c'est la plus grosse convention de la ville de Québec. Là. Je crois, à part le Comic-Con de Québec est plus gros, non? Oui, bien effectivement, le Comic-Con a beaucoup plus d'invités. En termes d'animé culture japonaise, on est les plus gros dans la ville de Québec. Bonjour Jean-Luc, merci d'avoir accepté cette invitation pour vous entretenir avec CFA 88.3. Parlez-nous un peu justement de qui vous êtes et du Nadeshikon. Oui, en fait, je suis Jean-Luc Servant, je suis le président depuis 2 années au Nadeshikon. Préalablement, j'étais au marketing. Je me suis impliqué dans diverses organisations, Otakuton en tant que bénévole, le Nadeshikon, le J-Animé. Donc, je connais le milieu des conventions depuis plusieurs années, environ une quinzaine d'années, où je fais du cosplay ou de l'implication bénévole, de l'implication staff, donc plusieurs types d'implications. Et là, je vais m'impliquer dans une implication plus de gestion, un petit peu planifier la convention en général, tous les différents aspects, diriger des sectoriats, des directoriats pour pouvoir promouvoir la culture japonaise. Et à Nadeshikon, à Québec, il y avait un besoin, en fait, de renouveler l'équipe, de continuer l'équipe. C'était une équipe qui portait la convention depuis plusieurs années. Donc, j'ai décidé de m'impliquer un peu et j'y ai pris goût. Nadeshikon, c'est une plus petite convention, bien évidemment, là, quand on compare à des gros là, comme Anime North, Otakuton. On n'est vraiment pas dans les chiffres. Là. On parle plutôt d'une convention d'environ 3000 personnes. Plus intime, c'est ce que les gens apprécient, par contre, de la convention. Les gens aiment y venir. C'est ce qu'on entend comme commentaire, comme écho. C'est intime, on peut rencontrer des amis, on va dans des panels, on a le temps de parler avec les artistes, on se sent plus près des artistes, plus près du staff. Donc, pas trop étouffant. Certaines grandes conventions, entre autres aux États-Unis, les gens disent des fois on a des marées de gens. Nous, c'est plutôt l'autre côté. Donc, j'imagine que vous, au Centre des congrès à Québec, c'est quoi la taille du Centre des congrès à Québec déjà? Là? J'imagine que vous n'avez pas des problèmes de contrôle de foule? Ah non, on pourrait aller encore jusqu'à 5, 6, 7 000 personnes confortablement et on loue pas tous les espaces. Bien évidemment, pour ceux qui sont déjà allés au Comic-Con de Québec, entre autres, les espaces qui sont loués, c'est les espaces au 4e étage. Nous, on loue l'espace au 2e étage qui fait un grand carré. Donc, on a quand même beaucoup de salles. On a une grande salle marchande. On a notre salle de spectacle qui peut accueillir 600 personnes. On a 5 salles de panel, une salle de projection, une grande salle de gaming, des salles utilitaires, entre autres, pour réparation de cosplay, etc. Donc, c'est quand même une bonne espace, mais on peut faire sans s'y perdre. Donc, on a essayé une année sur 2 étages, ça plaisait pas trop aux gens. On est retourné à l'ancienne structure l'année dernière et pour cette année aussi, qui est un grand carré qui pourrait accueillir facilement 5-6 000 personnes. Donc, on espère cette année, encore une fois, aller chercher un petit peu plus de gens pour rendre le festival viable, pour vraiment rendre ça intéressant aussi. On a invité cette année un invité de prestige, un invité japonais, le groupe Mad Kid, qui ont entre autres fait l'opening pour Digimon, le plus récent Digimon, oui. et Rising of the Shield Hero. Donc Tateno Yusha, exactement, pour les initiés. Donc, c'est un groupe, un boys band, donc 5 artistes sur scène. Donc, ça va être excitant. On est excités de les recevoir. On a d'autres invités, malheureusement, on peut pas tous les annoncer encore. J'aimerais ça vous donner une exclusivité, mais on peut pas les annoncer. Les contrats sont en cours de signature. Ils viendront au fur et à mesure, j'imagine, s'ils suivent le site du Nadeshikon. Exact. Mais en fait, alors, Nadeshikon, vous êtes dans une bonne place parce que vous avez le problème inverse. Je dirais pas le problème, vous avez un avantage qui est un inconvénient pour d'autres conventions qui ont atteint un plafond. On le connaît aussi à Otakuton à Montréal. On commence à atteindre la limite du Palais des Congrès. Oui, effectivement. On commence à atteindre les limites aussi toutes les différentes salles qu'on utilise à Anime North, qui utilisent déjà les hôtels aux alentours du centre de convention, du TCC et de l'hôtel Delta. Nadesh, vous avez le problème inverse où vous avez beaucoup d'espace que vous pouvez encore exploiter. Exact. Vous avez une limite, vous avez un potentiel incroyable. Alors que d'autres sont en train de penser à soit on doit limiter, comme Anime North a dit, limite 36 500, on arrête de vendre des billets. Et Otakuton, qui est obligé de commencer à négocier avec les hôtels aux alentours pour essayer d'étendre les endroits, l'endroit potentiel qu'on peut utiliser. Par exemple, on peut bouger les autographes dans les hôtels, des photoshoots dans les hôtels, des choses qui n'ont pas besoin d'être dans le Palais des Congrès. Alors, vous, pour le centre des congrès, qui est l'endroit que vous utilisez pour le Nadeshikon,
quel avenir est-ce que vous vous octroyez? Vous parliez justement du fait qu'il y avait une année que les gens n'aimaient pas le fait d'avoir 2 étages. Mais si 2 étages, il faut. 2 étages, il faut. Oui, effectivement. On utilise, c'est dur à évaluer précisément, mais environ le quart du centre des congrès. Cette année, notre événement est simultané avec le Salon du Livre. On pourrait vraiment aller dans une expansion. C'est ce qu'on espère au niveau de la viabilité actuellement avec le nombre de gens qui se présentent. Ça commence à être plus complexe. On se le cachera pas, les coûts des conventions, comme ici, comme J'ai animé, des plus petites conventions, les coûts fixes continuent d'augmenter. Il faut que la participation augmente en contrepartie. Donc, on essaie avec des campagnes de marketing un peu plus agressives, plus de publicité, faire venir des artistes de prestige pour aller chercher un petit peu plus de volumétrie de gens. Plus on va avoir de gens, plus on va pouvoir grossir, aller chercher des salles supplémentaires, peut-être même monter au 4e pour un aménagement vraiment différent. Mais on a de l'espace. Cette année, on a une salle de panel de plus. L'an dernier, on était la salle de panel était au quart de tour. On a eu des occasions où le démontage a pris plus de temps, ça a retardé la journée. Donc, cette année, on s'est donné un petit peu d'air avec une salle de panel supplémentaire et une salle complémentaire aussi pour la réparation cosplay plus grande pour permettre aux festivaliers aussi de pouvoir aller relaxer un petit peu pendant la convention. Moi, si je peux me permettre d'offrir mon opinion, je crois que la ville de Québec a un avantage par rapport à d'autres villes. Le fait que un des problèmes principaux auxquels qu'on rencontre tous lorsqu'on va dans une fin de semaine entière dans une convention, c'est le logement. C'est où rester. Moi, cette année, c'est la première année que moi je pense à la Nadeshikon, justement. Moi, je pense aller, j'ai acheté mes billets, là, je suis prêt à aller et tout. J'ai tout prévu. Mais si on parle de Montréal, par exemple, on n'a pas besoin de prendre l'avion, on peut prendre la voiture. Là, c'est parfaitement. Il y a même des services de bus qui vont de Québec-Montréal. Et pour le logement, il y a des auberges autour dans Québec qui coûtent beaucoup moins cher que les hôtels. Exact. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose que Québec peut vraiment prendre avantage et pour faire la promotion, dire aux gens, écoutez, c'est moins cher pour vous loger pour quelques jours ici. En général, et aussi, il y a beaucoup d'endroits, on peut aller visiter autour, les chutes Montmorency, il y a le château Frontenac, il y a beaucoup d'endroits où on peut aller visiter dans la Haute-Ville et la Basse-Ville. Oui. C'est une ville historique, Québec. Exact, plusieurs villes historiques, entre autres le Château Fort, la ville fortifiée de Québec, la seule ville fortifiée au-dessus du Mexique, en Amérique du Nord. Donc, quand on invite aussi des invités de prestige, on leur fait faire un peu le tour de la ville parce qu'il y a plusieurs sites historiques. C'est magnifique à voir. Moi-même, je suis pas résident de Québec, je suis un résident des Laurentides et je m'implique, je suis président, comme on a mentionné, du festival à Québec. Donc, pour moi aussi, il y a un attrait, c'est beau. Puis la date aussi, puisqu'on l'a fait en avril, habituellement, historiquement, c'était vers la fin mars, début avril. C'est encore le cas cette année, du 10 au 12 avril. Ouais. Ça nous permet vraiment d'avoir des prix moins chers parce que c'est sûr que si on le ferait en haute saison, en juillet à août, ça pourrait être plus dispendieux compte tenu de la ville qui est une ville prestige quand même. Oui, voilà. C'est ça. Mais pourquoi nous, mars, avril, c'était des dates qui nous conviennent. C'est sûr, on se le cachera pas, il y a un petit risque de température en mars. C'est pour ça que cette année, on a décidé d'aller un peu plus loin en avril, qui va nous offrir un petit peu plus quand même de coussins sur la température. En avril, je crois que je pourrais venir en pull ou en manteau de printemps, là, plutôt que avec mon gros manteau d'hiver, là, c'est compliqué aller partout, là, voilà. Exact. Mais bon, parlons un peu justement de l'organisation du Nadeshikon. Organiser un événement comme ça demande de l'effort, ça demande du temps, ça demande de l'argent. Le Nadeshikon est opéré par la société d'animation Club Animé Québec. OBNL, oui. Oui. Donc, comment est-ce que vous procédez pour organiser un événement comme ça? Oui. En fait, c'est très gros. C'est beaucoup d'organisations. Ça semble, quand on est sur place, on se dit, ça fonctionne bien. Mais en arrière de ça, effectivement, il y a beaucoup d'organisations. Comme vous l'avez mentionné, c'est la CAC, le Club Animé Québec, donc qui est à l'Université Laval de Québec, qui, eux, notre structure, c'est une structure à 2 paliers, le CA et le CE. Le CA nomme un CE qui, eux, ont la responsabilité de former un groupe et des directeurs pour faire le festival. Donc, le CA remet dans les charges à moi, le président du CE, la gestion du festival. Nous donne un budget donné. Et ensuite, nous, c'est notre responsabilité au CE d'avoir des directeurs, de leur donner des échéanciers, des tâches. Donc, on a plusieurs directeur de la salle marchande, directeur des projections, du volet technique, du défilé de mode, etc. Donc, plusieurs directeurs qui ont leur propre équipe, leur propre staff. Donc,
Il y a une chaîne globale. Le CE, c'est eux qui prennent les décisions. Donc, au niveau du festival, on choisit tel endroit ou tel autre endroit, tel invité. Il y a un vote, c'est un processus démocratique. Je ne suis pas l'empereur du Nadeshiko, mais il y a vraiment un groupe et on vote sur plein de volets. Mais justement, vous n'êtes pas l'empereur, mais vous êtes le président. C'est quoi le rôle du président? Oui, le rôle du président, c'est un peu de reculer puis de voir ce qu'on appellerait le big picture. Donc, l'image globale, qu'est-ce qu'il nous faut, où est-ce qu'on s'en va, de nommer la ligne directrice. Bon, moi, mon objectif cette année, c'est de dépasser le 3000. Comment on peut atteindre dépasser le 3000? Quels invités? Donc, de rencontrer les différents directeurs pour dire, bon, je vais aller rencontrer le directeur des invités pour dire, as-tu un bon prospect? Je vais rencontrer tous les membres de mon organisation. Est-ce qu'on a des bonnes idées? Avez-vous un booker à nous, quelqu'un qui organise ou qui représente des artistes pour aller voir quel type d'artistes on pourrait inviter? Donc, moi, c'est de me reculer et d'orienter un peu chaque directoriat pour que eux se focalisent sur leur spécialité. Moi, je dirais pas à la directrice de la salle marchande, mets tes salles comme ça, mets tes tables comme ça. Là, elle a la maîtrise de sa salle. Moi, ça va être de voir à l'arrière. Est-ce qu'on a pensé tel artiste mettre telle table? Est-ce qu'on a pensé peut-être réviser un petit peu, pas l'aménagement, mais encore une fois, dans le big picture, l'organisation. Est-ce qu'on veut plus de marchands? Est-ce qu'on veut plus d'artistes? Donc, d'amener des idées. Si on regarde dans le descriptif officiel, quand l'affichage est publié, c'est de déléguer les tâches. Dans le fond, c'est vraiment d'orienter chaque direction. C'est pour ça qu'habituellement, c'est un rôle qui est occupé par quelqu'un qui a plusieurs années d'expérience, soit dans l'événementiel ou en gestion. Dans ma vie personnelle, je suis un gestionnaire, donc dans mon travail, disons, primaire. Donc, moi, c'est un bon fit de faire le lien direct avec le centre des congrès. Donc, tout ce qui est centre des congrès, ça passe par moi. Les différents échéanciers des centres des congrès, les grands partenaires, les grands commandites, s'il y a besoin, j'interviens aussi. Donc, le rôle du président, c'est vraiment de faire que la toile d'araignée se tienne. S'il y a une maille qui brise, d'aller pallier un petit peu, de réparer ce maille-là et d'organiser un petit peu les contacts entre chaque directeur aussi. Pour vous, c'est quoi les aspects les plus importants dans un rôle de leadership pour qu'une convention fonctionne comme il faut? C'est une excellente question. J'aimerais par contre revenir un petit peu sur le volet leadership parce que je trouve ça important de dire effectivement c'est dommage parce qu'on perd certaines très bonnes conventions. Je pense qu'il y a 3 grands paramètres à ça. Il y a le paramètre pécunier, l'argent. Donc parfois, les coûts des salles, etc. et le niveau de gens qui se présentent permettent plus la survivabilité d'un festival. Il y a effectivement l'aspect leadership. C'est évident que si un leadership est plus faible, ça peut mener à une perte, des mauvaises décisions. Puis il y a le troisième aspect, moi, que je veux dire, je suis quand même chanceux. J'arrive sur un festival qui a plusieurs années sur la cravate, qui a 12 ans. Donc, je pense que de suivre ce qui s'est fait avant, les échecs, les bons coups, puis de rouler sur ça, c'est un bon aspect de leadership. De voir, on ne fera pas la même chose que l'an dernier. Ça n'a pas fonctionné, ce volet-là. Donc, moi, déjà de l'an dernier, il y a plusieurs points qui nous avaient été rapportés. C'est de s'améliorer dans ça. Si on reste statu quo, c'est évident qu'éventuellement, on va frapper un mur. Puis, l'aspect qui est dommage aussi dans ça, c'est que l'algorithme, parfois, favorise pas les petites conventions. Plus c'est gros, plus ça en fait parler, plus ça amène encore plus de gens. Les petites, c'est très dur de sortir de ça. Donc, cette année, entre autres, mon équipe marketing, dirigée par la main de fer de Mérissa, fait un travail incroyable avec sa comparse Amy. Nous font beaucoup plus de publications, essayer de rentrer dans l'algorithme parce que c'est ce qui est difficile, briser l'algorithme. Parce que comme vous dites, il y en a plein autour de nous, des otaku, des gens passionnés. C'est d'aller les chercher. Parfois, on rencontre des gens d'autres festivals. Aujourd'hui, je suis au J-Animé, je suis allé à l'Otakuton, je suis allé au Ubu. Donc, on rencontre plein de gens. Ils nous disent « je savais même pas que ça existait. Ça fait toujours 12 ans que ça existe. Donc, c'est un événement qui est récurrent. Mais les gens, parfois, on n'entend pas parler. On entend les gros, là, les Anime North, les Otakuton, puis c'est correct. C'est des excellents festivals. Mais les petites, c'est difficile de s'en sortir. Donc, un des aspects du leadership, c'est de trouver une façon de faire sortir ça. Et aujourd'hui, on se rend compte, pour moi, ça, c'est un peu le leadership. D'aller voir, on va aller voir Radio-Canada. J'ai fait une entrevue à Radio-Canada dans le passé. On va aller voir les gens. On va à la rencontre. Moi, je suis à la rencontre de gens tout le week-end et de démontrer, on est là, on existe. On veut participer, on veut faire des collaborations transversales. Ça, pour moi, le mandat le plus important pour le président, je crois, c'est de faire ce qu'on appellerait du PR, là, de la représentativité, d'être là, d'être présent, d'aller parler aux gens. Donc, pour vous, quels sont certains aspects uniques à organiser une convention plus petite comme le Nadeshikon? On parle objectivement ici, là.
versus que des conventions plus grosses ont ou n'ont pas à faire face. Oui, mais au niveau de la structure, c'est évident. Plus petite structure, donc plusieurs tâches diversifiées. Quand on prend une grande organisation qui a plusieurs directoriats, plusieurs sous-directoriats, beaucoup de staff, beaucoup de bénévoles, les petites conventions, c'est difficile d'aller chercher des bénévoles, d'aller chercher du staff, parfois du staff avec expertise. On est des gens passionnés, c'est tenu par des gens passionnés. Heureusement que les gens sont passionnés parce que parfois, ils n'ont pas le bagage professionnel ou même le bagage humain qui leur permettrait d'occuper ce poste-là. Ils l'occupent avec brio parce que c'est plus petit, parce que ça leur permet de développer certains soft skills, certaines aptitudes et de venir en maîtrise de leur salle, entre autres, de leur niche, et finalement deviennent meilleurs que s'ils avaient eu une expertise préalable parce qu'ils se sont développés dans cette organisation-là. Donc, les plus petites nous permettent parfois ça, mais l'enjeu qu'on a en contrepartie, c'est qu'il y a plus de tâches. Donc, souvent, c'est vraiment... on s'occupe de tâches qu'on pourrait déléguer sur papier dans une grande organisation, mais là, on est toujours la première ligne et ça bouge beaucoup. Donc, c'est des organisations qui, souvent, c'est des jeunes qui les amènent, qui les tirent vers le haut. Et donc, faut souvent recommencer à zéro. On tente de se faire des documents de support, mais c'est pas facile. Les gens changent. Les organisations avec qui on partage sont plus petites. Donc, souvent, eux aussi ont un risque de fermer. Donc, sans nommer de nom, cette année, il y a plusieurs partenaires qui ne pouvaient pas continuer avec nous parce qu'on est trop petits. Donc, eux-mêmes nous disent, on peut pas cette année faire le contrat avec vous. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu majeur pour nous. Donc, on doit faire affaire avec de plus petites boîtes. Et eux, parfois, les plus petites boîtes ferment après 1, 2 ans, 3 ans. On espère toujours se développer avec eux, mais c'est ce qui bouge. Donc, c'est toujours à recommencer à zéro. Est-ce que c'est quelque chose, un sorte de sac vicieux où on a des partenaires qui lâchent parce que la convention devient trop petite, elle devient encore plus petite parce que les partenaires lâchent et ça continue comme ça? Ça peut aller comme ça. C'est ce qui fait peur toujours. C'est ce qui plane sur toutes les petites conventions pour avoir parlé à plusieurs présidents, vice-présidents, directeurs d'organisation. C'est ce qui plane toujours. Puis comme je vous dis, il y a un cercle où on tombe pas dans l'algorithme. Donc, parfois, les gens savent pas qu'on existe. Ça diminue. On a moins d'argent pour les invités. Les frais fixes continuent d'augmenter. Donc, on se retrouve, cette convention-là a moins d'invités ou moins d'invités de prestige. J'irai pas. Donc, ironiquement, on peut pas avoir d'invités de prestige parce qu'on en a moins, mais pendant ce temps-là, les salles, leur prix reste au même prix ou, voire augmente les besoins techniques. Le post-pandémie, on le voit, là, tout a augmenté, incluant les besoins techniques, les besoins de salles, etc. Donc, si tout augmente et que parallèlement, on n'a pas les gens qui viennent, c'est effectivement un cercle vicieux, comme vous dites. Est-ce que c'est quelque chose auquel l'Andechican a souffert justement de ce dont vous parlez? Parce que moi, ce que j'ai réalisé, c'est qu'après la pandémie, moi, j'ai commencé ma carrière de journaliste après la pandémie, mais plutôt pendant la pandémie, et ça a vraiment pris de l'essor après la pandémie. Ça a les choses ont commencé à rouvrir, parce que là, soudainement, il y a eu plein d'événements en personne. J'ai réalisé par la suite, dans l'année subséquente, 2021, 2022, 2023, qu'au fur et à mesure qu'il y a eu un vrai engouement post-pandémie pour que les gens reviennent en présentiel, et plein de gens qui étaient jamais venus, jamais allés, commençaient à assister à des conventions parce que ça leur manquait. Alors que, tu sais, j'ai réalisé quand les conventions ont rouvert que les otakus, ça leur manquait, tu sais, de rencontrer des gens aussi. Et il y a eu un vrai engouement. Est-ce qu'à Nadeshikon, il y a eu un effet similaire? Oui, un grand engouement. En fait, c'est l'année où on a eu le plus de gens. Donc, on a senti, là, même dans les préventes, tabarouette, le chiffre est bon. Parce que, bien évidemment, nous aussi, pendant la pandémie, on n'a pas tenu de festival, même pas en format réduit. On a tenu des festivals en ligne, une année en ligne. Donc, par la suite, on a vraiment senti l'engouement quand le festival a été rannoncé. Parce qu'il y a eu une année où il y a eu un manque de bénévoles, là, ça a été plus complexe. Mais au retour pandémique, là, vraiment, on a senti le boom. Et les gens, comme vous dites, voulaient se rencontrer. Ils voulaient être là, ils voulaient aller voir de l'événement otaku, de l'événement geek. Donc, je pense que tous les festivals ont eu ce petit boom-là. Suite à ça, je veux pas dire plus complexe, mais disons plus stable. Donc, nous, c'est sûr que ce qu'on vise, c'est une augmentation. Sans toutefois tomber, encore une fois, dans le trop gros. Parce que ce qui revient, encore une fois, c'est intime, c'est le fun, on rencontre des gens, c'est plus petit. On voudrait pas perdre cette essence-là. Donc, à un moment donné, il va y avoir un choix logistique à faire. Peut-être changer d'emplacement, peut-être diminuer le nombre de salles ou volontairement restreindre le nombre de salles pour garder l'ambiance petite quand on aura atteint un palier agréable. Mais là, on tombe dans il faut toujours augmenter un peu parce que les prix des salles, eux, vont augmenter ou augmenter le prix des billets.
Puis nous, c'est quelque chose sur lequel on a planché longtemps. Le prix des billets à notre festival a resté bas. Puis on veut que ça reste bas. Puis on inclut tous les billets des spectacles. Nous, c'est important. Mais à un moment donné, il va peut-être avoir une décision d'affaires un jour à prendre, dire est-ce qu'on charge des spectacles payants, est-ce qu'on charge des événements premium, etc. Là, actuellement, vous venez à notre festival, le prix du billet inclut tout. Tout. Et on a augmenté de 5 $ par rapport à l'an dernier. Et quand on achetait en précommande, on était quand même en bas du 50 $ pour les 3 jours, incluant toutes les activités. Oui, j'ai acheté à 45 $, je crois, pour les 3 jours, là, parce que j'ai acheté en précommande. Genre le premier truc qui est sorti, là, j'ai cliqué. Donc, mais justement, par rapport au spectacle puis aux invités spéciaux que vous avez, le Centre des congrès, est-ce qu'il, à certains moments, pour un spectacle comme Mad Kid atteint une certaine limite pour l'espace qu'il y a pour le spectacle, il va falloir aller chercher un autre endroit pour faire le spectacle parce qu'il y aura simplement pas assez de place. Donc, en avril, s'il pleut pas dehors, là, c'est quand même possible de faire quelque chose à l'extérieur, dehors, comme le festival de jazz à Montréal, là, comme on l'a. Qu'est-ce que vous avez envisagé en ce moment pour des gros concerts ou des gros spectacles potentiellement pour cette année ou pour l'avenir, si vous avez encore des invités comme Mad Kid ou si dans l'avenir, on ne sait pas, peut-être YOASOBI, hein? Voilà. Cette année, notre salle peut avoir environ, comme je disais, 400, 500, 600 personnes selon les aménagements. Puis on peut avoir un peu de gens debout. Donc c'est sûr qu'éventuellement, si on invite, comme cette année, on a peur que la salle soit pleine, puis qu'on doive retourner des gens à la porte, ça serait dommage. Et effectivement, on regarde les autres options. Les salles au 4e étage, pour ça, un peu plus tôt, je vous parlais des emplacements dans le centre des congrès, pouvaient nous offrir des salles avec beaucoup plus d'espace. L'option du dehors n'a pas encore été inclue. On avait fait à la blague sur un bateau, mais ça, je vous l'ai dit, on l'avait fait en poisson d'avril. Donc, tous ceux qui pensent que la déchiquon sur un bateau va arriver, ça n'arrivera pas. Encore, oui, c'était très important parce qu'il ne faut pas dire jamais. Donc, pour l'instant, on regarde. Là, nos salles nous conviennent. Habituellement, sur nos événements principaux, on est à 1-2 rangées d'être plein. Donc, effectivement, on approche du point névralgique et on n'a pas avec Mad Kid cette année que la salle soit comble. Ça serait dommage. C'est sûr qu'on voudrait des gens debout un peu, essayer de rentrer tout le monde. Notre intérêt, c'est de satisfaire toute la clientèle. Si on remplit notre salle et qu'on doit refuser des gens à la porte, c'est sûr que l'an prochain, il va falloir vraiment considérer louer les salles au 4e pour avoir une plus grande salle de spectacle. Ou encore aller chercher dans notre salle marchande et notre salle marchande la mettre à un autre endroit pour aller chercher elle aussi beaucoup d'espace, parce qu'on a quand même une grande salle marchande. Un autre enjeu dont les festivals souffrent souvent, surtout les festivals qui sont orientés vers les fans, parce que c'est là où on voit la différence entre, par exemple, et ça c'est quelque chose d'objectif, là, je trouve, entre Comic-Con et Otakuton, par exemple, ou Comic-Con et Nanashikon, c'est que Otakuton, ça demeure encore, même à sa taille actuelle, qui est la plus grosse convention animée au Canada, avec presque 40 000 de public sur 3 jours, demeure quand même une convention orientée pour les fans, sur les fans. Donc du contenu fait par les fans, pour les fans, etc. Et quelque chose qui fait souvent peur à certains festivaliers, c'est justement le fait que l'appât du gain fait en sorte que même les conventions qui au départ commencent par qui ont commencé centrées sur des fans, vont éventuellement devenir centrés sur l'industrie et des célébrités parce que faut faire de l'argent, faut aller chercher de l'argent, faut aller chercher des partenaires, des commanditaires, etc. Et sûr qu'un commanditaire, par exemple, je vais aller au Fan Expo le mois prochain en février. C'est sûr que si un partenaire comme TD Bank ou etc. Eux ils voient que Elijah Wood, l'acteur de Frodo dans Lord of the Rings, lui c'est lui qui vient inviter. Oui, c'est lui qui vient. Comparé à un mangaka qui est certainement qui peut être très bon, mais quelqu'un moins connu ou un fan qui fait du contenu, etc. C'est sûr que ça va aller chercher plus de commanditaires. Donc, par rapport à ça, qu'est-ce que vous pensez de cet équilibre, d'essayer de garder cet équilibre entre, oui, aller chercher de l'argent, mais qu'une convention qui soit pour les fans reste quand même concentrée sur les fans? Ça a été un point de bord quand je suis arrivé dans l'organisation, justement à me dire, c'est quoi la tangente? Est-ce qu'on reste pour les fans? On charge, comme on parlait tantôt des billets, est-ce qu'on ne met pas d'événements premium, mais on va chercher les invités plus de prestige? Est-ce qu'on devient une convention plus de prestige, aller chercher des directeurs prestigieux, des gens de l'industrie, ou on reste pour les fans? Parce que c'est plus petit, actuellement, ce qui a été décidé, puis pour cette année et l'année dernière, c'est vraiment
par les fans pour les fans. C'est tenu par des fans, c'est des fans qui l'organisent, c'est des fans qui le font. On invite Mad Kid pour nous faire plaisir, mais on se prive pas d'autres choses parce qu'on voudrait inviter juste du prestige pour faire grandir le nom. On aimerait sur papier que rien coûte rien et que les prix n'augmentent pas. Donc, mais la ligne est mince. C'est une excellente question parce que la ligne est mince en passer du côté industrie et fan et on a du plaisir. Là. Je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir du plaisir avec l'industrie, mais effectivement, on le sent que dans d'autres événements, on sent plus le prestige. Il faut aller chercher des invités de renom pour avoir des commandites de renom, pour aller chercher. Puis c'est un cercle de. On reste, on se tient au-dessus de la mêlée un peu. On n'a pas cette vibe-là actuellement. Parce que vous savez mieux que moi certainement, mais moi j'ai assisté à plusieurs festivals à travers les années, plusieurs conventions, et il y a du moyen de faire du cash. Il y a évidemment les billets VIP qu'on peut vendre, des billets premium pour du contenu supplémentaire ou qui offrent des meet and greet 1 à 1 avec des invités VIP, les autographes payants, que moi, une pratique que je juge discutable. Pas le fait que, tu sais, parfois, tu sais, ça peut être raisonnable, comme, tu sais, pour moi, 15-20 $ pour une photo dédicacée versus, bon, je comprends que, tu sais, c'est quand même un nom comme, wow, tu sais, mais Fan Expo 2021, il y a eu William Shatner qui était l'invité numéro 1, là. C'est 100 $ pour une photo dédicacée Captain Kirk de William Shatner. C'est vraiment une culture nord-américaine. L'an dernier, on avait invité Laura Smith, qui était la voix de Rosalina, entre autres, la voix de Noël dans Genshin Impact, plusieurs rôles dans les séries américaines. Donc, c'est quelqu'un qu'on avait invité. Et le modèle, l'affaire, eux, quand on les a contactés, c'était ce modèle-là. Nous dire, on facture tant de la signature. J'ai dit, nous, on fonctionne pas vraiment comme ça dans un festival comme ça. Donc, j'ai senti effectivement le clash. Donc, nous, on l'a plutôt de dire, actuellement, c'est comment fonctionner. Ils ont un frais fixe minimum. Donc, nous, on va vous payer ce frais fixe minimum-là en appearance fee, en frais de prestation, d'être sur place. Donc, le modèle est très différent, qui fait que c'est très dispendieux d'aller chercher ces artistes-là, d'aller chercher ces têtes d'affiches-là, parce qu'ils nous chargent un frais dans l'espoir qu'il y aurait le même nombre d'argent fait par des autographes. Donc, c'est difficile comme d'être à l'envers de ce business style-là, de ce processus d'affaires-là, parce que en Nord-Amérique, et là, on le voit en Europe et même au Japon, commence à se diriger vers ce style-là. Oui, et pour moi, c'est quelque chose que, bon, on peut aimer ou pas, mais c'est quelque chose qui est naturel, qui arrive avec le temps, au fur et à mesure que, justement, on atteint un plafond où on est comme dans le pire espace, où, tu sais, on veut que ça reste un truc pour les fans, mais tu sais, c'est devenu trop gros, mais en même temps, c'est devenu trop gros, donc on a besoin de plus d'espace, on n'a pas assez d'argent pour avoir plus d'espace. Donc, c'est un peu, on est comme coincé, et là, on a besoin d'aller chercher quelque chose de plus. Au final, pour la convention, le rendement, il est là. Il n'inviterait pas ces célébrités, il ne les laisserait pas charger 100 $ l'autographe si les fans ne payaient pas 100 $ l'autographe et si les conventions ne faisaient pas de l'argent à côté. Donc, exactement. Et donc, de votre bord, en tant que quelqu'un qui vient justement du monde de la gestion, qui vient de ce monde-là et qui est président d'une convention, comment est-ce que vous voyez justement ce modèle d'affaires-là? C'est un bon modèle sur papier. En toute transparence, c'est pas un modèle que j'apprécie. OK. Parce qu'en fait, c'est faire porter le fardeau de la convention, dans un certain sens, aux usagers. C'est un bon modèle d'affaires parce que c'est utilisateur-payeur, mais moi, j'aime moins. J'aime arriver à un endroit, payer un montant fixe et avoir accès à tout. Là, on paye un montant et après ça, on repaye. Mais c'est vrai qu'on peut choisir d'aller voir juste William Shatner. On peut choisir d'aller voir juste Elijah Wood. On peut choisir ce qu'on veut aller voir. Mais on voit la différence dans une convention d'animé ou une convention culture japonaise comparativement aux autres modèles d'affaires. C'est que les gens sont là les 3 jours. Oui. La plupart du temps, dans nos événements, les événements de culture japonaise, sont là les 3 jours parce qu'il y a des activités les 3 jours, parce que c'est des activités différentes. Puis les gens, c'est beaucoup plus communauté, on dirait. Donc, le modèle d'affaires vient avec un public différent. Je crois qu'il y a un hybride à faire. Puis on le voit à Otakuton, pour ne pas les nommer encore, mais je pense qu'ils ont atteint le niveau hybride. Donc, les spectacles sont payants, sont faits à la place des arts, complètement à part, dans une autre salle, plus adaptée aussi. Non, ça c'est nouveau, c'est parce qu'il n'y a plus de place dans le palais des congrès. Oui, il n'y a plus de place, puis je pense que c'est des salles aussi plus adaptées en termes de son, en termes de green room, de loge, etc. Donc, je pense que c'est le modèle idéal, l'entre-deux.
sans faire payer tout, de faire payer certains services. Et naturellement, il va falloir qu'on se dirige vers là éventuellement si on veut assurer la viabilité du festival. Parce que, comme vous dites, c'est un cercle. Donc, si j'ai pas d'argent pour inviter mes artistes, je pourrais pas inviter des artistes pour faire charger. Donc, à un moment donné, il va falloir prendre cette décision-là. Nos artistes coûtent aussi, eux aussi, veulent que ce soit rentable pour eux. Donc, il va peut-être falloir un jour refiler un petit peu la facture aux usagers. Ce qui est dommage, parce que dans un monde idéal, moi, ça serait un montant fixe. On paye, on rentre, on a accès à tout. Mais à un moment donné, les frais fixes continuent d'augmenter. Donc, c'est un bon modèle d'affaires. Mais j'apprécierais qu'il n'existe pas, mais il est 100% viable et comprenable dans la situation économique actuelle. Parlons un peu de l'industrie. Donc, on a parlé justement, je parlais des acteurs Elijah Wood, William Shatner, etc. Mais il y a aussi tout l'aspect du fait que l'industrie a une présence dans ces événements-là et veut avoir une présence dans ces événements-là pour pouvoir promouvoir leurs produits, etc. Vous collaborez avec quel partenaire au Nadeshikon en général, en fait, cette année, qui sont restés, ceux qui sont restés, en fait, là, vous disiez qu'il y en a qui avaient quitté le bateau, mais qui sont les plus gros qui sont restés avec vous? Actuellement, cette année, c'est la première année qu'on fait affaire avec un groupe partenaire qui a fait affaire avec d'autres conventions, G-Nord Rock Promotion, donc qui sont un organisme basé à Toronto, qui, eux, agissent en tant qu'intermédiaires entre des artistes japonais et nous. Donc, eux assurent un service clé en main. Ils s'occupent de nos invités, vont les chercher à l'aéroport, assurent des services d'interprète, de sécurité, de photographes, etc. Nous, on les accompagne dans ça, on est des partenaires. Donc, c'est notre gros partenaire cette année parce que d'aller chercher un invité de prestige comme ça, logistiquement, pour une petite convention, c'est complexe. Et historiquement, avec les années, souvent, on a eu Iranayo, on a eu Nana Kitade. Mais ces gens-là, ça s'est fait, j'ai un contact, un ami d'un ami d'un ami. Et là, à un moment donné, ces contacts-là, on est à bout de souffle, on n'avait plus. Donc, il a fallu s'associer à une grosse organisation comme ça qui va nous permettre de pouvoir avoir une expertise définitivement qu'on n'a pas dans ce Sinon, je m'imagine, c'est pas facile d'aller chercher un invité à l'autre bout du monde. Ça demande des efforts considérables. Exact. Il y a eu Twin Cosplay, un invité cosplay de prestige aussi dans les années précédentes qui était venu du Mexique. Là, on voit les billets logistiquement, problème d'avion, etc. Ça peut arriver vite. Donc, on n'a pas une assez grande équipe, une assez grande expertise pour vraiment s'assurer du confort de A à Z d'un artiste de ce calibre-là. On peut pallier. On le fait, entre autres, comme je vous dis, avec Laura Faye Smith, avec les artistes dans le passé. Mais si on veut aller plus loin, il va vraiment falloir s'associer à ce type de grande organisation là, de promotion ou de label qui vont nous accompagner dans ça, c'est évident. Donc, cette année, pour le Nadeshikon, quelles sont vos attentes et quel avenir est-ce que vous voyez pour cette convention? Nos attentes, ça serait de dépasser notre chiffre de l'an dernier. Donc, de dépasser le 3000. C'est l'objectif principal. Oui, d'atteindre le 3500, 4000 personnes. Si vous venez au Nadeshikon, je pense que vous avez mentionné que vous avez... Je viens déjà, là, j'ai acheté mes billets. Là, tous ceux qui viendraient vont me voir. Je suis toujours là sur le plancher, je me promène de gauche à droite et je veux voir des sourires. Et quand je vois pas des sourires, je vais poser des questions. Donc, mon objectif, un des objectifs principaux, c'est ça. Il faut que les gens sortent du festival en se disant c'était le fun, ce festival-là. On aime ça, on aime ça y aller, c'est le fun. Les gens se rencontrent, le staff est souriant, le staff veut qu'on soit là, nous aide, nous accompagne, nous dirige. Donc, moi, c'est mes deux objectifs principaux. D'aller chercher plus de gens et d'aller chercher plus de gens avec des sourires. Ça peut sembler un peu... ça sonne drôle de dire comme ça, voire un peu fleur de rose, là, mais c'est vraiment, c'est sincère. Moi, je veux que les gens soient contents. Après cette convention-là, ils veulent revenir pour cette belle communauté-là. Et l'avenir, on se dirige... Dans le moyen à long terme, là, disons. Oui, ça serait de continuer de grandir, mais là, je vais dire une phrase qui est vraiment spéciale, qui est un peu anti-capitaliste ou anti-expansionniste. Je veux que ça grandisse, mais de façon naturelle et organique. J'aimerais pas cette année avoir 3000 personnes de plus. Mathématiquement, dans les poches, ça serait intéressant, mais je pense pas qu'une explosion comme ça est bonne pour une organisation. Moi, je veux que ça augmente de façon organique, que les gens apprennent à découvrir cette convention-là. Peu à peu, on a une augmentation là, ce qui se fait bien. Parce que je ne sais pas si cette année, je serais capable d'offrir une belle expérience si j'avais 2 000 à 3 000 personnes de plus. Dans les coffres, c'est sûr que c'est intéressant.
Mais l'expérience usagée, pour moi, est Ça tirait encore aussi plus les commanditaires. Et... Oui, c'est ça. Mais il faut que ça se fasse de façon vraiment là, fluide. Idéalement, ça serait une augmentation de 10-15% par année. Et parce que l'organisation doit grandir aussi avec ça. 10-15%, qu'on ait 10-15% de bénévoles, de plus 10-15% de staff, de plus 10-15% d'organisation, de plus. Donc, si on a une augmentation par pic, c'est plus difficile. Et on le voit dans la plupart des conventions, ils ont quand même eu une belle augmentation fluide. Quand il y a eu un frappe, des fois, ça a eu l'effet inverse. On a eu une grande augmentation suivie d'une diminution. L'événement n'est pas capable de tenir le rythme. Donc, moi, c'est ce que je vise. Donc, c'est de travailler, c'est de trouver le sweet spot, l'endroit où on va pouvoir attirer plus de gens, mais sans exploser non plus. Vous ne nous verrez pas mettre sur les autobus, sur les billboards, sur les métros, etc. Mais vous allez nous voir faire plus de promotion. Ben, sur ce, je trouve qu'on a fait le tour de Nadeshikon et de qui vous êtes, Jean-Luc. Et sur ça, je vous souhaite une bonne convention avec vous et votre femme et votre fille. Et moi, j'ai hâte de venir à Nadeshikon pour faire ce que je fais ici. Et j'apprécie beaucoup le fait que vous avez accepté de vous asseoir avec moi. Et je suis sûr que le public à CFAC est content aussi. Avez-vous un message pour la fin à notre public? Oui, ben en fait, on vous invite à venir à notre événement qui est du 10 au 12 avril prochain. Venez. Je vous l'ai dit, moi, mon objectif, c'est que vous repartiez avec le sourire. Donc, si vous n'avez pas le sourire en rentrant, vous ne l'avez pas en sortant, venez me voir. Je vais être en cosplay du président comme ça. On va être content de vous accueillir. Ouais, c'est pas le vrai président, c'est juste un cosplay. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. Et bonne journée. Bonne journée.